Dès 8 ans, en fait, j'ai eu ce qu'on appelle la clairvoyance, c'est-à-dire que je pouvais percevoir les défunts chaque soir dans ma chambre. Le signe, c'est le trait d'union entre notre vie terrestre et les plans invisibles. Pour obtenir des messages d'un être cher et cheminer sur son deuil, parfois douloureux, déchirant, obtenir des précisions pour sa vie, un éclairage. Changer, ça paraît fou de dire des choses comme ça, mais des fois ça change une vie. Bonsoir à tous, bienvenue, j'espère que vous avez passé une très belle journée, je suis vraiment ravie de vous accueillir ce soir. Je suis d'autant plus ravie que je vais vous présenter une femme inspirante, au parcours atypique et au métier aussi intrigant que passionnant. Bonsoir Anne Tufigo. Bonsoir Leslie, merci pour cette invitation. Oui, je vais bien. On a eu un peu chaud avec la technique, mais on est là. Voilà, ça a laissé le temps à nos participants d'arriver. Je vois qu'il y a beaucoup de bonsoirs, beaucoup d'envie ce soir. Merci à tous et à toutes d'être présents et de passer la soirée avec nous. Alors Anne, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu es médium, tu es aussi auteure et conférencière. Oui. Tu as publié plusieurs ouvrages à succès, notamment sur les sujets qui concernent l'analyse des signes, mais aussi la cartomancie. Merci vraiment de nous faire l'honneur d'être avec nous parce que je crois que tu as un planning ultra chargé, ce qui montre aussi ton succès. Donc on est vraiment ravis de t'avoir avec nous. Avec plaisir. Mais oui, plaisir partagé. Anne, est-ce que tu pourrais, pour nos spectateurs, te présenter, mais aussi présenter ce métier de médium, puisque c'est ton métier et un métier. C'est un métier qui est particulier et on a envie de savoir comment toi tu l'expliques, comment tu le présentes. Je vais essayer de faire court parce que là… il y en a des choses à dire. J'imagine qu'il y a ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas du tout et c'est justement le plaisir d'ouvrir les portes de ma vie et de mon métier. Que dire pour me résumer rapidement que je ne viens pas d'une famille ni spirituelle ni religieuse, donc je n'ai pas eu de bagage ésotérique, paranormal, voilà, dans mon berceau, loin de là. C'était même un sujet à la fois tabou et décrié dans ma famille. J'ai malgré tout vécu avec, j'allais dire, cette différence, ce que j'appelle des facultés médiumniques, sauf que j'en ai jamais parlé, en tout cas durant toute mon enfance et mon adolescence, par peur d'être taxée de folie, d'hallucination, etc. Et j'ai mené une voie très académique, très sage, très littéraire. Je suis une passionnée, bon ça se voit, et encore là, il n'y a plus de place sur ces meubles pour mettre mes livres. Je suis une passionnée de littérature et j'ai poussé les études de lettres jusqu'à Paris, parce que moi je suis originaire de la Normandie par ma maman et de la Bretagne par mon père. Et voilà, je suis arrivée pour faire mes classes prépa et passer des dures années d'études dans des écoles prestigieuses et qui socialement n'étaient pas du tout de mon milieu. Voilà, j'ai découvert à la fois l'intelligentsia parisienne, le travail acharné et puis des gens inspirants. Déjà, je crois que ça m'a aussi beaucoup aidé à m'inspirer des gens inspirants, sauf que j'avais compartimenté toute la clairaudience, la clairvoyance. On pourra peut-être en reparler, même si c'est pas forcément complètement le sujet de ce soir. Et puis il y a toujours un moment dans la vie quand on veut ranger bien les choses, et bien où les choses explosent. Et moi, c'est un drame qui a fait exploser les petits compartiments de ma vie. C'est le décès de ma maman, décès que j'avais vu, entendu et pressenti malheureusement quand je n'avais que 12 ans. Et cette mort brutale a été pour moi un tsunami à la fois émotionnel mais aussi existentiel. Philosophique même, puisqu'on est tous confrontés à la recherche de sens, et aussi moi de comprendre à travers ce deuil si tout ce que j'avais au fond de moi depuis toutes ces années était finalement quelque chose avec lequel, enfin que nous les humains nous côtoyons finalement sans nous en rendre compte. Et j'ai demandé à ma mère, dans sa tombe, dans son cercueil, de bien vouloir me déposer des signes si réellement tout ce que je voyais depuis toujours enfant était juste. Donc ça a été vraiment pour moi un moment à la fois solennel et un moment ultime.
Et j'ai reçu tellement de signes de sa part que je ne pouvais plus les laisser de côté, ou en tout cas faire comme si ma vie allait être régentée par l'enseignement, parce que du coup j'ai enseigné les lettres modernes pendant plusieurs années à Paris. Et j'ai engagé un grand tournant de vie, difficile, angoissant et dangereux peut-être, je ne sais pas, avec le recul. Et j'ai commencé à faire des médiumnités publiques dans les associations d'aide au deuil partout en France, qui est un exercice qui est le plus difficile qui soit. Je sais qu'il y a peut-être des gens ce soir qui y ont assisté, c'est des moments complètement suspendus. Et à partir de ce moment-là, les gens sont venus à moi sans que je ne monte de plan de carrière. Enfin bref, la vie a décidé pour moi. En tout cas, on va dire que ma mission de vie s'est dessinée avant que je ne puisse le faire. Et depuis 15 ans maintenant, j'accompagne toutes celles et ceux qui, d'abord, avant toute chose, ont perdu un être cher, parce que ces signes que moi j'ai reçus m'ont tellement aidé à vivre, à survivre d'abord, à vivre ensuite, à donner du sens à ma vie, et puis de comprendre que j'étais détentrice certainement de facultés qui me permettaient de rentrer en contact avec mes chers défunts, parce que je les aime infiniment. Je tends à le rappeler chaque fois que c'est possible. Et je suis la messagère de tous les jours, parce que je consulte tous les jours. On vient pour différentes raisons dans mon cabinet. Pas pour savoir si on va gagner à l'euro-million. D'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de gagnants. Mais ça serait cool, mais non. Pour obtenir des messages d'un être cher et cheminer sur son deuil, des deuils qui sont parfois douloureux, déchirants. On veut aussi lever des secrets de famille. On veut obtenir des précisions pour sa vie, avoir un éclairage. On veut aller découvrir ses vies antérieures. On veut découvrir ce qui se passe dans les maisons. C'est un travail à la fois haletant, passionnant, éprouvant et vibrant. Et j'ai cœur à le faire depuis de nombreuses années. Et évidemment, quand on a aimé la littérature et qu'on aime écrire, tout naturellement, les voies de l'écriture et de l'édition sont venues à moi. Et parce que je suis une grande pipelette, c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche. Je fais des conférences et des webinaires, et je transmets, parce que je pense que quand on a été dans l'enseignement, et je suis maman aussi, donc on a à cœur de transmettre tant que faire se peut. Et puis j'ai la chance d'avoir un public, une audience, des lecteurs qui sont hyper fidèles et qui m'encouragent tous les jours où j'ai plus envie de rien faire et où je doute et je suis fatiguée. Voilà. Anne, rapidement. Merci, magnifique présentation. Et alors en plus, ce qui est super, c'est que tu nous as donné plein d'éléments qui concernent le sujet. Absolument. Donc on va parler ce soir. Tu nous as parlé de signes, tu nous as parlé de décisions, de vie, de chemin de vie. Et justement, on va parler ce soir de ce sujet qui nous concerne tous, et on s'est déjà tous posé la question: comment voir et décrypter les signes pour prendre les bonnes décisions dans sa vie? On va se poser les questions suivantes et tu vas nous éclairer, tu vas être notre guide ce soir pour savoir d'où viennent ces signes qu'on appelle des signes parfois du destin et comment se manifestent-ils. Tu vas nous aider à les décrypter pour comprendre ce qu'ils veulent nous dire et bien sûr, on va se poser la question de savoir comment les interpréter, comment leur donner du sens. Ont-ils tous un sens et nous permettent-ils parfois de prendre des décisions et de suivre le chemin de vie qui nous attend? Voilà, ça nous fait un sacré… c'est ambitieux, hein. Je vais essayer au mieux, évidemment. Embrasser ce sujet est une gageure. Je vais essayer au fur et à mesure des questions d'être la plus exhaustive possible, mais il y a tellement à dire. Déjà, j'ai écrit plus de 350 pages sur le sujet. Essayez de donner les clés. Je vous promets en tout cas de répondre au mieux. Mais je suis sûre que tu seras parfaite. En tout cas, restez bien avec nous jusqu'à la fin de la conférence et posez bien vos questions dans le chat, dans l'onglet Q&R précisément, car en fin de conférence, Anne prendra un bon moment pour répondre à un maximum de vos questions. Donc, c'est vraiment l'occasion de lui poser, toutes les questions que vous vous êtes peut-être toujours posées sur ces signes. C'est parfois un rêve un peu prémonitoire, quelqu'un qu'on croise dans la rue, qu'on n'a pas vu depuis 10 ans,
des sensations parfois de déjà-vu qu'on a du mal un peu à interpréter, eh ben c'est l'occasion de poser votre question à vraiment une experte comme Anne. Donc Anne, à nouveau merci pour ta présentation et pour ta présence et ton implication ce soir. Juste avant de démarrer, j'aimerais vous présenter et vous parler de Mentor Show pour ceux qui nous connaîtraient pas encore. Donc nous, comme vous allez le voir sur cette slide, on est une plateforme et on diffuse aujourd'hui plus de 45 masterclass qui sont dispensées par les plus grands experts du moment. C'est-à-dire que chez Mentor Show et sur notre site, on vous offre clairement une bulle de bien-être, un cocon, un espace dédié à votre épanouissement. On vous donne clairement des clés pour gagner en confiance, pour gérer vos émotions, surmonter vos traumatismes, éviter aussi les relations toxiques quand ça arrive. Clairement, on vous permet d'accéder en un clic à la sagesse, l'expertise, la connaissance, la finesse de Christophe André, Frédéric Lenoir, Michel Onfray, Marc Lévy, Natacha Calestrémé, Lise Bourbeau et bien d'autres, clairement directement chez vous, sur votre ordi ou même directement dans votre smartphone, puisqu'on a une appli que vous pouvez télécharger. En clair, partout, vous pouvez suivre nos masterclass et désormais, on propose même des formations intensives et du coaching. Donc voilà, si vous voulez enrichir votre voyage intérieur, prendre votre vie en main, vous sentir épaulé, soutenu dans vos projets et vos rêves, vous pouvez suivre le lien qui est dans le commentaire épinglé ou tout simplement taper mentorshow.com et profitez-en, voilà, si vous êtes intéressé, puisque le mois de janvier en général, c'est le moment des bonnes résolutions. Pour ceux qui veulent, vous pouvez profiter de notre réduction du moment, 50% sur votre abonnement qui vous donne accès à toute votre masterclass. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser les questions dans le chat si vous en avez. Toute notre équipe est derrière ce chat ce soir pour vous aider justement à concrétiser vos ambitions et à réaliser peut-être vos rêves. Voilà. Anne, est-ce que parmi les mentors que j'ai cités, il y en a qui t'inspirent, qui t'ont guidé dans ton parcours ? J'ai rencontré Alix, pour avoir beaucoup tourné avec Inres TV, maintenant qui s'appelle Inexploré TV. Et d'ailleurs, c'est les premiers tournages que j'ai faits et les premières conférences, ça a été avec lui. Et en plus, il y a des synchronicités. Tiens, c'est un mot dont on parlera évidemment entre son premier livre et puis l'histoire de ma vie. J'ai vu Lise Bourbeau, évidemment, Boris Cyrulnik. Voilà, je lis depuis toujours, mais depuis que je suis médium, je peux davantage lire les auteurs qui correspondent à mon monde et à mon univers. Et moi, j'aurais bien aimé qu'on mette Victor Hugo dans la liste, mais voilà, on va faire le mentor show de l'au-delà. Ça serait chouette, ça. Tiens. Voilà, c'est ça. Merci, oui, en effet, voilà, ça fait partie des mentors qu'on a chez Mentor Show. Donc, si comme Anne, vous aussi, vous avez envie, d'être guidé par ces mentors, vous connaissez la marche à suivre. N'hésitez pas encore une fois à nous poser toutes les questions dans le chat. Donc Anne, ça nous amène à démarrer cette super conférence qui s'annonce avec notre première partie et savoir d'où viennent ces signes du destin et comment ils se manifestent. Anne, moi j'aimerais savoir, tu en as un petit peu parlé dans ta présentation, mais j'aimerais qu'on se replonge quand même dans ton parcours et bien sûr dans ton enfance. Qu'est-ce qui t'a clairement amené à te poser cette question des signes et de leur interprétation ? Je n'ai pas commencé avec les signes. J'ai commencé par comprendre qu'au-delà des injonctions, parce que je pense qu'il faut peut-être commencer par là, et moi je suis un bon exemple dans la mesure où j'ai reçu une éducation très athéiste, très pragmatique et très dure aussi, hein. J'ai été élevée à la dure, et en fait je mettais beaucoup d'injonctions personnelles. Je pense que les enfants très naturellement ont pour mission d'être aimés de leurs parents, de leur plaire et d'être malheureusement parfois, malgré eux, un champ de projection, de réalisation et d'espoir. Et je crois que j'étais peut-être tout ça à la fois. Malgré tout, au fond de moi, et je pense que
peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. Il y avait en fait ce qu'on appelle un champ de résistance en moi, ou en tout cas des manifestations auditives ou bien des sensations. On appelle ça l'intuition, mais moi, avec mes mots d'enfant, je ne comprenais pas tout. Et il y avait le chemin logique, mental, éducatif que l'on me donnait. Et puis, j'avais mon champ extrasensoriel, des phrases que j'entendais dans ma tête, des impressions pratiquement viscérales qui me montraient que parfois, ce que je voulais faire et que je tentais de faire pour mon bien, soi-disant, ne l'était pas. Et je crois qu'avant de se poser la question de comment les signes nous aident, il faut d'abord se dire, mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'on ne les voit pas? Parce que c'est très souvent à l'envers, et j'aime à le dire, on est très formaté, et le mot formatage n'est pas forcément négatif dans ma bouche, hein. On est d'abord formaté par qui? Par toute une lignée avant nous qui prétend détenir la sacro-sainte vérité éducative, comme mes parents qui disaient que Dieu n'existait pas, que après la mort rien n'existait. Et puis moi je sentais qu'au fond de moi voilà, il y avait tout un tas de choses qui se manifestaient et qui me disaient le contraire. Donc c'était la perception déjà que quelque chose d'autre agissait pour moi ou parfois contre moi, et donc ça faisait comme une double fréquence entre ce que je prétendais faire pour mon bien et finalement cette petite voix intérieure qui avait presque envie de me dire, mais est-ce que tu as vraiment envie de faire ça? Est-ce que c'est véritablement ton chemin? Est-ce que tu vois pas que là tous les éléments, qu'ils soient humains, terrestres, matériels, psychologiques, etc., sont en train de te démontrer le contraire. Et peut-être que c'est avec ça qu'on peut commencer très souvent avec tous ceux qui nous écoutent ce soir. Combien d'entre nous, avant de prendre une grande décision dans sa vie, ne se dit pas pour qui est-ce que je le fais? Ou en tout cas, si je ne le fais pas, qui vais-je décevoir? Parce que c'est 80% de nos décisions sont réellement faites en fonction de nos ancêtres, de nos parents, de nos amis, de nos maris, de nos enfants. Et nous nous formatons, en tout cas, dans une sphère de certitude qui malheureusement parfois dissonne avec ce que nous voulions véritablement faire ou ce que nous devons véritablement faire. Et la perception des signes et cette capacité à un moment donné de craqueler la coque de mental et de logique que nous mettons parfois dans les éléments, tout ça pour vertu de reconnaissance et d'amour. Alors justement, pour toi, Anne, ces signes, ils se sont donc manifestés par des perceptions, des visions, et bien sûr, après, tu t'es rendu compte que tu avais ce don de médiumnité. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, hein, voilà, c'est assez rare. Moi, j'aimerais que tu nous aides enfin, tu nous donnes peut-être une définition de ces signes. Qu'est-ce qu'on appelle un signe? Comment se dire ça, c'est un signe? On les a un petit peu cités en introduction. Il y a les rêves, il y a les sensations de déjà-vu, il y a les synchronicités, il y a parfois ces rencontres où on est en train de penser à quelqu'un, il nous appelle alors que ça fait 2 mois qu'on n'en a pas entendu parler. À quel moment on peut parler de signes, selon toi? Le signe, je dirais que le signe, c'est un dépôt sémiologique, c'est-à-dire c'est le trait d'union entre notre vie terrestre et les plans invisibles. Quel est le paysage des plans de l'invisible? Parce que c'est aussi qui sont-ils? Qui nous envoie ces signes? Parce que souvent, c'est bien la question qu'on se pose. C'est à la fois nos guides, c'est-à-dire ou notre guide, puisque nous arrivons sur le plan terrestre accompagnés. Alors, je n'aime jamais enfermer les mots dans une référence littéraire, culturelle ou religieuse quelconque, parce que chacun va trouver voilà, son propre champ sémantique qui lui vient. On peut parler d'ange gardien, de guide, d'être de lumière, de maître ascensionné. On s'en fout. L'essentiel est que nous sachions que quand nous arrivons sur Terre, et Dieu sait que la gageure est importante et que la mission va être de haute volée, nous sommes accompagnés et notre guide va s'assurer à ce que nous remplissions bien notre mission et que nous soyons sur notre chemin de vie. Et puis, il y a tous les autres, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans cette galère, si j'ai envie de dire, c'est-à-dire l'école terrestre, qui ont composé notre famille, nos amis, ceux que nous aimons, et qui, par-delà le voile, vont continuer ce beau travail d'accompagnement et d'amour, évidemment, et qui vont continuer à se manifester à nous accompagner, nous guider. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et là, quand je parle des parents, des enfants, les
liens que nous avons eus étaient tellement forts, d'abord qu'ils le demeurent, mais si je pense à nos parents nous ont déployé de l'amour, mais parfois pas que. Ils nous ont déployé des grosses charges mentales, des erreurs, des violences, et leur rôle est de continuer à travailler avec nous par-delà le voile. Parfois, c'est une demande de pardon, parfois, c'est une petite aide, parfois, ils jouent les cupidons pour nous, et donc se manifester dans notre champ terrestre de façon concrète, c'est le moyen qu'ils ont de pouvoir accéder jusqu'à nous, parce que je précise que nous sommes dans un univers multidimensionnel, mais surtout, nous sommes dotés de 5 sens. C'est très peu. En fait, je dis très souvent qu'on n'a pas grand-chose, nous, en capteur de l'au-delà. Hein. On a 5 sens qui sont plus qu'approximatifs, on est d'accord. La plupart des animaux ont des sens bien plus développés que nous. Alors moi qui suis myope astigmate, on n'en parle même pas. Et donc voilà, ils interagissent énergétiquement avec nous dans notre quotidien pour nous accompagner. Et c'est là où ce que tu disais en amont est fondamental. Ça n'est pas l'apanage des médiums. Nous pouvons tous être les dépositaires d'un signe de l'au-delà pour que nous puissions comprendre que nous sommes sur la mauvaise route ou qu'au contraire il faut y aller, il faut dépasser ces carcans. Et c'est pour ça que dans le monde, sur cette terre, tous les sens et tous les champs énergétiques sont utilisés, voire même les champs électromagnétiques, l'eau, le feu, l'électricité, l'énergie terrestre. Moi, en tant que médium, je suis une énergie terrestre au service d'un message que je vais donner. Et rien que le fait de déployer un message pour mes consultants, je suis déjà le signe du jour en soi. Moi, ça ne me dérange pas du tout d'être un outil de travail pour les signes. Donc, ils sont nombreux et effectivement, selon notre capacité à lâcher prise, ils se manifestent parfois de façon psychique ou parfois de façon terrestre et très concrète. Il y a plein de témoignages de gens qui disent même avoir vu un défunt se tenir debout dans l'entrebâillement d'une pièce. Il y a évidemment tout le registre météorologique, les arcs-en-ciel, les nuages, etc. Mais j'insiste encore une fois, il n'y a rien de désuet dans un signe, parce que très souvent on veut mettre un peu de désuétude, c'est un petit peu romantico girly. Pas du tout. On peut recevoir des signes très confidentiels comme des signes absolument ostentatoires et criants du moment qu'on est prêt à les voir, parce que c'est toujours ça le problème, bien sûr. Justement, à quel moment on peut parler de signes? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples? On a dit les rêves, on a dit les rencontres. Est-ce que tu pourrais nous dire Alors, ouais, il y a 4 choses qui peuvent déterminer un signe, et après, il y a différents signes. Déjà, recevoir un signe va irrémédiablement toujours se déclencher dans un moment charnière pour nous. Alors charnière, ça peut être un moment émotionnellement fort, ça peut être un deuil, mais je le rappelle très souvent dans mes conférences, le deuil ne se résume pas qu'au deuil physique. Hein. Un deuil, ça peut être un divorce, un conflit de famille, une maladie, un licenciement, enfin voilà. Donc en fait, on vit des phases émotionnelles très denses, voire un peu décontenançantes, parce que l'univers adore quand on perd nos repères, parce qu'à partir du moment où on perd nos repères, on est moins formaté dans notre routine. Donc c'est petit 1, on est très souvent dans un moment charnière. Petit 2, quand on reçoit un signe est toujours accompagné d'une émotion qui se crée. Il y a toujours quelque chose qui se crée, une joie, une surprise. Voilà, il y a une émotion qui nous dépasse, parce qu'au moment où on va vivre le signe, on n'est pas spécialement dans une émotion de joie ou d'étonnement particulière. Petit 3, on se rappellera toujours de ce signe, aussi petit soit-il. Tout le monde est capable de resituer le contexte, de dire à quel moment il a reçu ce signe, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. C'est vrai, hein, parfois on ne sait même pas ce qu'on a mangé la veille, on ne se rappelle plus d'où on était il y a 3 ans, mais le moment précisément du signe, c'est comme si notre cerveau l'imprimait dans notre mémoire limbique à tout jamais, et on est capable d'en parler,
parler. Et petit 4, il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'un signe, ça va toujours bouleverser quelque chose, ça va toujours modifier quelque chose dans notre mindset. Et du coup, ça va peut-être aussi nous amener à prendre des grandes décisions. Donc ça, c'est vraiment les 4 paramètres qui sont les prérequis, en tout cas on va dire les symptômes évidents du signe. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle tout le panel des signes, comme tu l'as dit. Et là, ils sont nombreux. Évidemment, il y a les synchronicités, qui est un terme évidemment que Jung, a repris aux alchimistes, parce qu'il ne l'avait pas inventé. Synchronos qui se déroule en même temps. Donc les synchronicités, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense à quelqu'un, il m'appelle. Je pense à ma grand-mère décédée dans la rue, puis il y a quelqu'un qui crie son prénom au moment où je pense à elle. Ça, c'est les synchronicités. On a bien évidemment les rêves. Les rêves, c'est 80%, je crois, des gens qui peuvent en témoigner. On va dire que c'est vraiment le premier signe évident, c'est dans l'onirisme. Je les ai vus un peu passer dans les commentaires, les heures miroirs. Beaucoup. On a les impressions de déjà vu aussi, que les scientifiques n'arrivent pas aujourd'hui à expliquer. On a toutes les perceptions extrasensorielles, enfin voilà, tout ce qui s'apparente en fait à l'univers des défunts. Je pense à ma grand-mère et tout d'un coup j'ai le parfum à la violette qu'elle portait de son vivant. Donc il y a tous les signes vraiment qui se rapportent à notre sensorialité. Tout d'un coup j'entends, je vais démarrer ma voiture. L'autoradio se met en route en même temps que ma voiture et puis la première musique qui passe de façon aléatoire est la musique que mon papa aimait. Voilà, donc il y a tous nos sens qui sont en éveil et il y a aussi la loi des séries quand on vit des choses voilà, de façon récurrente. L'univers a plein d'atouts dans ses poches pour pouvoir s'exprimer et moi je parle de langage sémiologique, hein. C'est-à-dire que tout ça n'est finalement que le sujet, le verbe, le complément, la virgule et le point d'exclamation de ce que j'appelle le langage sémiologique auquel nous avons tous accès puisque avant même de pouvoir parler, nous ressentons, nous éprouvons, un bébé entend, voit et goûte avant de pouvoir parler, eh bien c'est ça en fait, c'est pratiquement revenir à l'état originel de notre intuition. Ben, c'est ça le langage sémiologique. C'est hyper intéressant ton discours parce que c'est vrai qu'au quotidien, voilà, parfois on est obligé d'être un peu terre à terre avec des choses à faire, le travail, des responsabilités, etc. Et le fait de s'intéresser aux signes et de les accueillir et d'arriver à les intégrer, parfois ça fait du bien parce que voilà, comme tu dis, quand on traverse une épreuve, un licenciement, un deuil, une séparation, énormément de choses, et bien parfois on est vraiment un peu dans l'engrenage et puis on a envie aussi parfois d'avoir un peu de spiritualité dans ces moments-là et savoir accueillir les signes, les reconnaître fait du bien et parfois ça peut être aussi une solution et nous aider justement à prendre un autre chemin et prendre des décisions. Donc voilà, merci pour toutes ces précisions et c'est vrai, tu parlais du chat, continuez bien à poser vos questions parce que je pense qu'on va se régaler dans la partie questions. Ça défile très vite, hein, je peux absolument pas. Ça défile hyper vite, ça veut dire qu'il y a beaucoup de questions posées et je pense que dans la partie questions-réponses de tout à l'heure, on va se régaler. Moi, j'ai vu passer des trucs qui m'intéressent particulièrement. Bon, voilà, je compte sur toi parce que là, ça défile trop vite. Ouais, t'inquiète, on a toute une équipe derrière qui nous pose les questions sur le papier et donc du coup, on y répondra un maximum. Merci en tout cas à vous tous d'être aussi actifs et d'interagir avec Anne et nous. Du coup, ça nous amène tout ça, Anne, à une deuxième partie, une autre question qui est complémentaire. Justement, une fois qu'on a identifié ces signes, quel sens leur donner? Parce qu'on peut très bien se dire, j'ai fait un rêve, j'ai vu ça, j'ai croisé quelqu'un, il y a telle musique, comme tu disais, qui s'est lancée, etc., etc. Mais à quel moment on leur donne du crédit à ces signes et c'est justement ce dont on va parler maintenant. Anne, toi, tu en as parlé en introduction dans ta présentation. Quand tu avais 12 ans, tu as eu, alors je sais pas comment cette perception s'est manifestée, mais tu as vu le décès de ta maman. Et est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer comment tu as accueilli, j'imagine très difficilement quand même, cette perception à 12 ans, c'est quand même très jeune, ouais. Oui, dès 8 ans, en fait, j'ai eu ce qu'on appelle la clairvoyance, c'est-à-dire que
hélas, je vais vraiment le dire comme ça, je pouvais percevoir les défunts chaque soir dans ma chambre. Hein. Alors bon, j'aurais préféré voir des fées, des princesses et puis voilà, des choses sympathiques parce qu'en plus j'étais comme toutes les petites filles. Moi j'étais danseuse classique, etc. J'étais dans le très joli, mais en fait voilà, à chaque moment du coucher c'était toutes ces apparitions et déjà certainement des volontés de communiquer avec moi, mais j'étais bien trop jeune. Et donc à un moment donné, j'ai pris mon courage à deux mains vers 10-11 ans et je leur ai dit je veux plus vous voir, en fait, je veux plus, vous me faites peur, ça me fait souffrir, je ne veux plus rien de vous, laissez-moi tranquille. Bon, j'étais fière de moi. La clairvoyance s'est arrêtée, donc je pensais en être débarrassée, sortie. Mais en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est que la clairaudience a commencé à prendre le relais. La clairaudience, c'est ce qu'on me pose souvent la question, c'est comme si, c'est comme dans un hall de gare quand vous avez l'annonce au micro, bah c'est une voix qui se diffuse dans toute ma boîte crânienne, qui n'est pas la même que la mienne. C'est comme une tessiture au-dessus ou en dessous de la mienne, ça dépend. Et en fait, voilà, c'est une voix, ce sont parfois des voix qui viennent parfois commenter ou m'annoncer des choses. D'où le fait d'avoir évidemment beaucoup lu Freud. C'est pour ça que je parlais de lui tout à l'heure dès 14 ans, parce que je me suis dit, ça y est, je suis schizophrène, c'est bien, c'est mort, ok, j'ai un gros problème. Sauf que, bah non, jusqu'à preuve du contraire, tout allait bien psychologiquement pour moi. Et donc, j'étais dans un dialogue avec ma maman qui avait des gros problèmes digestifs à cette époque-là et elle se faisait des tisanes, j'imagine dépuratives, digestives, enfin bref, qui dégageaient une odeur absolument enfin pour moi du haut de mes 12 ans pestilentielle, je détestais ça et on était en plein dialogue et en fait il faut savoir que quand on parle, ça crée un petit état hypnotique en fait, hein. On entend l'autre parler, on se tait, il y a une espèce de bande son comme ça et en fait sans s'en rendre compte, on met notre cerveau en onde alpha et on est très réceptif. Enfin, ça, du haut de mes 12 ans, je ne le savais pas. Et j'entends ma mère qui parle et moi, je regarde cette tisane qu'elle est en train de faire tourner là sur la gazinière et je me dis, ah là là, c'est bizarre tout ça. Et j'entends tout d'un coup dans ma tête, de toute façon, ta mère va mourir jeune. Alors là, je suis sidérée. Voilà, c'est la sidération, hein, le premier état dans lequel on est. Et puis, le deuxième temps, c'est la culpabilité. Parce que la première chose qu'on se dit, c'est clairement, je souhaite que ma mère meure, ce qui est une horreur quand on a 12 ans. On est en train de se dire, est-ce que je fais ma crise de puberté? Enfin bref, est-ce que je suis en rivalité? Mon Oedipe n'est-il pas réglé? Et en fait, j'ai très très mal vécu cette information, je pense, comme n'importe qui, parce que je sentais malgré tout au fond de moi que c'était pas moi qui avais donné cette information. J'aimais ma mère plus que tout au monde, etc. Et le problème, c'est que ne gérant pas psychologiquement cette information, j'ai commencé somatiquement à vouloir rejeter cette information. Et alors, pendant 12 années, j'ai fait le psoriasis, l'eczéma, les rhinites, l'asthme. J'ai commencé, en fait, je pense que mon corps ne voulait pas entendre ça. Et peut-être comme tout enfant qui se respecte, j'ai voulu contrer le sort. Je me suis dit, eh bien, je vais prouver peut-être à moi-même, qui sais-je, que tout ça est faux et je ferai tout pour la sauver si un jour je dois la sauver. La grande histoire de ma vie, c'est de comprendre que quand les choses sont écrites, elles sont écrites. Et à la fois, parce que c'est ce que je voulais dire ce soir, il y avait à la fois un effet de bombe dans cette annonce qui m'a handicapée longtemps émotionnellement et qui a enlevé évidemment une part de mon innocence. Mais finalement, au moment de la réalisation triste des faits, il y a eu un comment dire, je ne me suis pas dit mon Dieu, j'ai raté ma mission, je ne l'ai pas sauvée. Je me suis immédiatement dit, j'étais au courant, je ne peux rien changer sur le grand plan de l'univers et je viens de prendre une leçon. Voilà, en fait, l'aide, si je puis dire, elle est arrivée à ce moment précis de l'événement tragique parce que, à défaut de culpabiliser de ne pas avoir pu changer les choses, j'ai compris que quelque chose se jouait sans moi, loin de moi et irrémédiablement. Et je crois que ça m'a aidé dans ce cheminement de deuil. C'est pour ça que les signes ont une telle valeur
comment dire, d'avancement, parfois de prévention, hein, parce que parfois on peut recevoir des signes préventifs, prophétiques, et parfois on peut recevoir des signes a posteriori, parce qu'on s'acharne dans une situation, parce qu'on n'a toujours pas compris qu'on fait fausse route. Donc tout dépend aussi à quel moment on reçoit des signes dans notre vie. Mais ce que je veux dire, et ce qui est fondamental pour ce petit 2, c'est que tous et toutes, sans nous en rendre compte, si l'on reçoit un signe un jour dans notre vie, c'est que nous avons demandé quelque chose. Quand je dis demander quelque chose, je m'explique. Vous avez forcément posé une intention. Alors, vous l'avez peut-être pas posée à l'église avec un cierge, vous avez peut-être pas fait un poème en alexandrin, vous vous êtes peut-être pas rendu compte que vous l'avez fait, mais vous l'avez fait. Qu'est-ce que c'est poser une intention? Eh bien, j'ai perdu un être cher. Je lui demande tous les jours de me dire s'il va bien, de se manifester, de m'accompagner. C'est tous les jours ou une fois, mais de façon très intense, j'ai dit je n'en peux plus de ce travail, je veux changer de vie, s'il vous plaît, je veux que tout ça cesse. Vous avez posé une intention sans vous en rendre compte. Ou petit 3, j'ai besoin absolument de connaître la vérité, je suis prête maintenant, allez s'il vous plaît, aidez-moi. Et ce qui est pour moi extraordinaire, c'est que vous ayez prié la Sainte Vierge, ou personne, ou Dieu, ou votre oreiller, ou qui vous voulez, il y a une force comme ça qui est en marche parce que vous avez posé quelque chose et donc vous avez déjà créé une demande. Parce qu'il faut bien savoir qu'un signe, c'est évidemment le même vocabulaire que le morse. Hein. Il y a un émetteur, il y a un récepteur et il y a un message, il y a quelque chose de concret qui se crée. Eh bien, il faut un émetteur et l'émetteur, sans vous en rendre compte, c'est vous. Vous avez demandé quelque chose, vous avez posé une intention et le récepteur, c'est celui qui va vous répondre, c'est-à-dire peut-être un être cher qui va dire oui, c'est moi, ou peut-être vos guides, vos plans qui vont dire viens, on va continuer de t'accompagner dans ta vie. Mais réfléchissez à chaque fois, en général, vous avez déjà été beaucoup plus acteur de ce signe que vous ne le pensiez. Anne, merci voilà, de nous avoir raconté l'histoire de ta maman. Ça a dû être très difficile d'avoir cette perception à 12 ans et on a compris tout ça dans ton témoignage poignant. Justement, maintenant que tu as du recul sur cette situation, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui reçoivent un signe un peu annonciateur d'une mauvaise nouvelle? Comment on gère la survenance de ça, quoi? Il faut se dire que c'est pour mieux nous préparer. J'insiste là-dessus parce que dans mon rôle de médium, parce que je vais faire le lien évidemment avec la messagère que je suis, je me pose toujours 2 questions avant d'énoncer quelque chose et de donner une réponse à quelqu'un. C'est est-ce que ce que je vais lui dire va le faire avancer dans son existence? Et est-ce qu'à un moment donné, voilà, ça peut être un support psychologique ou d'avancement pour prendre une décision. Voilà. Et dites-vous que non, l'univers ne joue pas contre vous. Il est déjà en train de vous préparer ce que j'appelle des petits coussins en fait émotionnels et récepteurs pour mieux vivre un événement. Et ça peut même être aussi une requête, c'est-à-dire que je pense à toutes celles et ceux qui vivent éloignés d'un proche, géographiquement, parce qu'on était fâchés. Il y a moult raisons de ne pas être proche de ceux qui font partie de notre vie. Parfois, de telles annonces nous permettent de nous dire mais on ne va pas pouvoir dire au revoir s'il se passe quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire encore aujourd'hui et maintenant dans mon existence pour peut-être recréer un lien, un pont? Parce que moi, ma mission, elle consiste en quoi? À recréer un pont de communication, de compréhension et d'amour pour tous ceux qui en sont privés. Alors, qui en sont privés parce qu'ils sont plus sur le même plan, mais qui parfois aussi ont été privés de leur vivant parce qu'ils se sont fâchés, parce qu'ils ne se sont pas compris, parce que voilà, la vie les a séparés. Et les signes sont là pour anticiper, parce que évidemment rien ne pallie, même en tant que médium et messagère, même si je suis la meilleure des messagères pour mes défunts, ça ne remplacera jamais quelqu'un qu'on prend dans ses bras et à qui on dit pardonne-moi, on va arrêter toutes ces bêtises, on va recommuniquer et c'est ça que j'essaye moi de faire quand c'est trop tard. Les signes dans notre vivant sont là parce que c'est encore le moment de le faire. Et ça, c'est quelque chose d'absolument, comment dire,
c'est un cadeau, c'est précieux en fait. Même pour moi dans les annonces funestes. Et peut-être, je pose ça là aujourd'hui à titre personnel, que les 12 années que j'ai vécues, parce qu'en fait j'ai appris à 12 ans cette annonce, mais finalement 12 ans après elle est partie, donc il y a eu vraiment, le chiffre 12 a été très important. Peut-être que ça m'a permis de vivre encore plus intensément les 12 années d'après avec ma mère, comme peut-être je ne l'aurais pas fait, j'allais dire comme une adolescente lambda qui est en crise, qui est en crise de rébellion et de colère contre la terre entière. Moi, je ne pouvais pas avoir ces comportements parce qu'il y avait quelque chose au fond de moi qui m'avait déjà préparé à une injonction douloureuse. Et ce que j'ai vécu avec elle, je l'ai vécu courtement, mais finalement intensément. Et un signe, il est là pour nous rappeler que nous pouvons encore agir à certains moments de notre vie. Anne, justement, à quel moment on analyse un signe comme étant un signe sérieux, avec du sens? Parce qu'on peut très bien faire fi d'une information qu'on reçoit ou qui se présente en se disant non, bon ça franchement, c'est pas un signe du tout. À quel moment on arrive à se dire que c'est un signe de quelque chose? Alors, il y a deux vertus au signe. Alors, il y a deux fonctionnalités. La première, c'est si elle concerne un être cher disparu, évidemment, notre première requête, c'est quoi? C'est de savoir si notre proche va bien, où est-ce qu'il nous voit, est-ce qu'il nous aime, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Donc, les signes que l'on reçoit d'un défunt sont des signes identificatoires et donc sont des signatures uniques. Voilà, sentir le parfum de son papy ou les cigarettes que tonton machin il fumait ou la musique préférée n'ont d'autre vertu que d'identifier on va dire l'émetteur par rapport au destinataire. Donc ce sont des signes d'amour et qui nous disent c'est bien moi, je suis là, je t'aime, je t'accompagne, tu m'as posé cette question. Donc en soi, ça peut paraître désuet encore une fois de sentir habit rouge de Guerlain parce que c'était le parfum de notre père ou de notre grand-père, mais il y a tout ce registre-là qui est un registre émotionnel et un registre identificatoire. Et puis, il y a les autres questions que nous posons pour notre existence, qui, elles, évidemment, sont plus impliquantes dans notre vie. Et encore une fois, un signe n'a d'importance que quand on le reçoit au moment où on s'y attend le moins. En fait, c'est ça la magie du signe. Je donne un exemple précis pour celles et ceux qui m'écoutent ce soir. Vous voulez absolument changer de boulot, il y en a marre, le patron il vous saoule, mais vous ne savez pas comment parce que vous avez le loyer à payer, vous avez une famille. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, nous avons aussi des responsabilités d'hommes et de femmes. Et puis, vous avez rendez-vous avec votre copine à manger au restaurant. Elle est au bout, vous fendez la foule pour aller jusqu'à elle. Et en marchant, tout d'un coup, vous entendez un groupe de gens, mais vous entendez sans entendre. Hein, ce sont des conversations qui arrivent à vos oreilles comme ça. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, de toute façon, si je ne change pas de travail demain, je vais tomber malade. Voilà. Et là, vous interpellez parce qu'on a pratiquement la sensation que cette phrase, elle est arrivée directement pour nous. Et c'est pas faux, elle est arrivée directement pour vous. Et puisque je parlais des champs d'énergie, les humains qui étaient là ont servi de messagers involontaires pour nous. Et c'est ça, en fait, un signe est très important parce qu'il arrive au moment où on est... D'ailleurs, il arrive toujours au moment où on est en total lâcher prise. Voilà. Et ça, ils sont... En fait, plus il est léger, plus il est à considérer avec importance. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au travail parce que c'est vrai que parfois on veut absolument obtenir une opportunité professionnelle, on met tout en œuvre et puis ça se fait pas, ça marche pas, ça fonctionne pas et sur le coup on n'y arrive pas et après on se dit mais en fait quand on prend un peu de recul on se dit c'est peut-être un signe que quelque chose de meilleur m'attend. Et surtout, ça revient à la question de tout à l'heure. Pour qui et pourquoi est-ce que je fais ce job? Oui, c'est très important pour moi d'avoir un CDI dans ma vie. Ok, très bien. Pourquoi? Pour payer mes factures. Oui, mais tu pourrais être indépendant et payer tes factures. Oui, mais ça me rassure. Ok, donc si ça te rassure, c'est parce que tu te sens en insécurité dans ta vie. Oui, parce que mes parents, quand j'étais plus jeune, mon père était au chômage, on a vécu très durement, etc. Et en fait, si on remonte le fil de nos propres certitudes, on s'aperçoit que nos prérequis et nos non négociables ne reposent que sur nos registres émotionnels, c'est-à-dire nos peurs, nos failles et nos manquements. C'est Fliss Bourbeau. On est toujours là-dedans. Et on s'aperçoit qu'il y a ce que l'on veut parce que ça nous semble rassurant et sécurisant. Et il y a ce que nous voulons vraiment pour nous. Et les signes consistent à nous dire
vas-y, tu vas en avoir un de CDI, mais encore une fois, l'ambiance sera mauvaise, tu n'obtiendras pas le poste que tu veux, ni la rétribution que tu mérites, ni l'avancement que tu souhaites. Allez, recommence. Et en fait, ce que l'on peut remarquer, c'est que l'univers nous envoie autant de signes que nécessaire, mais les périodes se rétrécissent. Les épreuves qu'on vit sont de plus en plus violentes et nous souffrons de plus en plus. Et parfois, les signes sont aussi forts que les chemins d'errance dans lesquels on s'engouffre. Voilà. Merci Anne, je pense que ça nous parle vraiment à tous les exemples que tu cites. Du coup, ça nous amène à se poser la question. Tu as parlé des responsabilités qu'on avait. Parfois, c'est pas si simple de se dire bon bah allez, j'ai reçu un signe, je le suis. Justement, ça nous amène à se poser la question de voilà à quel moment ça c'est pas tout de suite. À quel moment on arrive à prendre une bonne décision et suivre son chemin de vie en suivant un signe qu'on a reçu. Moi, j'aimerais savoir ce que tu peux conseiller à, je sais pas, moi, imaginons, tu fais un rêve ou tu entends quelque chose, tu croises quelqu'un, il y a quelque chose un signe qui arrive et qui te dit qu'il faut, je sais pas moi, que tu changes de boulot, que tu quittes la personne avec qui tu es, que tu fasses un grand voyage. On n'a pas tous la possibilité de suivre un signe sans tout risquer. Comment on dose et comment on écoute son intuition, son signe, sans forcément tout foutre en l'air et faire n'importe quoi, en gros. En fait, si vous recevez des signes qui vous disent que votre travail ne va pas, c'est que vous êtes déjà en train de faire n'importe quoi. Et moi, la question que je pose à tous mes consultants, c'est mais qu'est-ce qu'il va falloir encore que vous viviez et encore moi, je suis étonnée, épatée. Je m'inclus dans le lot, attention, de la capacité de l'être humain à subir des violences et surtout son champ de résistance à la douleur. C'est impressionnant. On est capable de se faire souffrir et souffrir. Je pense évidemment aux hommes et aux femmes dans des relations toxiques, que ce soit avec un patron, un amour, une famille, des amitiés, parce qu'évidemment, on est dans une forme de dépendance affective et de besoin d'amour. Il n'y a pas de toute façon de prise de décision dans une vie sans courage et sans prise de risque. Ça c'est une évidence. Mais déjà, le conseil ultime que je peux donner, c'est d'être, ça va paraître fou ce que je veux dire, mais c'est d'être acteur de sa vie. C'est-à-dire que tous ces signes, petit à petit, vous allez les noter, vous allez y devenir plus attentif, vous allez être de plus en plus, en fait, chaque jour, il faut que par rapport à ce que vous viviez, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie, vous le notiez, vous soyez à l'écoute. Je dis souvent à mes consultants et dans mes séminaires qu'on ne se couche pas le soir sans avoir fait un point de ce qu'on a vécu, de ses émotions, de ce qu'on voudrait, de ce qui nous a contrariés, de ce qu'on souhaiterait et comment on se projette. Parce que ça s'appelle reprendre vraiment le lead de sa vie et surtout, sans que vous vous en rendiez compte, vous allez de nouveau rentrer en contact avec votre part spirituelle, c'est-à-dire pas celle qui subit, pas celle qui est passive. Quand on est passif, c'est quand on est dans les injonctions, encore une fois, les injonctions de la société, de ses parents, du regard que les autres portent sur nous. Moi, je pense aussi à toutes celles et ceux qui n'osent pas faire leur coming out, par exemple. Voilà, on ne dit pas qui on est, qui est notre personnalité, notre sexualité, parce que, pourquoi encore une fois parce qu'on a peur d'être rejeté de ce qu'on aime ou par la société, mais finalement on se met dans des violences beaucoup plus terribles que de s'affirmer. Je ne dis pas que c'est facile, mais à partir du moment où vous allez être de plus en plus acteur de votre vie, je note les signes. Déjà, plus vous allez noter les signes et plus vous allez être sensible, plus ils vont arriver. Voilà, j'allais dire ça, c'est la générosité de l'univers. Quand nous, on en a marre des gens, des autres. C'est vrai, des fois, on n'a plus envie de rien donner à nos amis. On se fâche, on parle plus. Jamais l'univers ne nous laisse tomber. Jamais, jamais, jamais. Il y a toujours un signe pour celui qui le veut. Il y a toujours une réponse pour celui qui pose la question, encore une fois. Parce que de dire, vas-y, si vous êtes là, manifestez-vous. Super. Je pense, non mais en disant cela, je pense à l'ouvrage de Neale Donald Walsch qui s'appelle Conversation avec Dieu. Et donc c'est une conversation écrite absolument incroyable entre l'auteur
et Dieu, enfin en tout cas l'entité Dieu. Et évidemment, il pose des questions du quidam, hein, et il commence son livre en disant, mais dis donc Dieu, si tu existes là, pourquoi tu te manifestes pas? Vas-y, apparaît sous mes yeux, comme ça je serai sûre que c'est toi qui me parles. Et Dieu lui dit quelque chose de très juste, comment tu voudrais que j'apparaisse à toi pour être totalement sûr? Toi, tu voudrais que j'apparaisse avec une barbe sur un petit nuage, avec une toche blanche, comme le Dieu de la Genèse, et tu saurais que c'est moi. Mais ton voisin, qu'est-ce qu'il dirait? Oui, mais non, moi, mon Dieu, c'est Allah. Et l'autre dirait, moi, c'est Moïse. En fait, on est toujours dans le doute ultime d'un signe, parce que c'est comme si on mettait un peu de divinité dans du terrestre. Évidemment, c'est très compliqué, mais je peux vous assurer que si chaque jour, vous êtes de plus en plus dans l'interaction avec vous-même. Vous savez, rien que se coucher le soir en disant ok, j'ai vécu ça, qu'est-ce que je peux encore changer à minima pour être sur la voie de ce qui me ressemble. Et je vais vous donner ce conseil que je donne à tous mes consultants. On commence par changer ce qui nous implique le moins émotionnellement. Il y a des gens qui me disent j'ai envie de tout foutre en l'air, je veux tout changer, j'en ai marre de tout le monde et de mon boulot et de mon mari, etc. Et je leur dis commencez déjà par engager le changement sur des choses qui vous paraissent le plus insignifiantes ou qui vous engagent le moins émotionnellement. Si c'est changer de boulot, changez de boulot parce que vous avez plus de recul. Si c'est changer d'appart, changez d'appart, c'est pour vous déménager. Et en fait, vous allez vous apercevoir qu'en lançant ce changement et cette nouvelle énergie, comme un écho et comme de façon vibratoire, ça va vous aider sur le changement total et parfait. Et surtout, les signes vont continuer de vous accompagner tout au long de ce chemin. Merci beaucoup Anne pour ces conseils qui parlent à tous. En voir les réactions dans le chat. Merci vraiment de communiquer avec nous et de nous poser toutes ces questions. On va y répondre dans un moment. C'est vraiment un plaisir de t'écouter Anne. C'est un éclairage passionnant qui donne vraiment envie d'en savoir plus. C'est ça, hein. Je condense parce que c'est un univers tellement large que évidemment j'essaye de resserrer, mais je vois que des gens ont des cahiers de gratitude. Voilà, c'est exactement, moi je vois ça. C'est exactement ça. Tenez à jour, tenez cahiers, écrivez, chantez, courez, déployez de l'énergie parce que l'énergie appelle l'énergie. Et ton témoignage sur le décès de ta maman et a touché beaucoup de personnes qui nous livrent aussi ces témoignages-là. Merci à tous pour votre confiance et merci de partager avec nous tout ça. Alors Anne, tu commences à nous connaître chez Mentor Show. C'est aussi ça qu'on propose, des webconférences gratuites pour permettre à notre public de connaître de nouveaux mentors et d'accéder à des contenus assez exceptionnels. Comme je vous le disais, on est là ce soir et puis on est là tout court pour créer autour de vous cette bulle de connaissances, de sagesse, d'inspiration et on partage donc comme ce soir avec Anne des clés de la part des meilleurs experts en leur domaine pour vous aider justement à travailler sur vous et aller mieux. Toi, Anne, est-ce que tu as déjà utilisé une formation en ligne un peu comme ce qu'on propose chez Mentor Show? Est-ce que tu es assez friande de contenu pour justement accroître tes connaissances, en savoir plus sur un sujet que tu connais pas forcément? Déjà, en étant enseignante de formation, moi j'apprends, l'apprentissage est très important pour moi. J'ai pas dans mon domaine suivi de formation ésotérique ou autre, mais il m'est arrivé effectivement de suivre des webinaires, d'aller aussi directement, ils sont pas chez vous, Bruce Lipton, Greg Braden, Joe Dispenza, allez, c'est peut-être les petits nouveaux qui arriveront un jour. C'est aussi des expériences live qui sont passionnantes. Oui, évidemment, moi tout ce qui est source de savoir et d'apprentissage, ça me nourrit au quotidien, bien sûr. Et est-ce que, par exemple, on se parle ce soir de toutes tes compétences. Si on fait une masterclass ensemble, je vais vous en parler dans un petit moment. Qu'est-ce que tu pourrais apporter aux personnes qui nous écoutent? C'est-à-dire que vous le savez, nos masterclass, c'est 15 à 18 leçons d'un mentor qui s'adresse directement à vous sur 10 à 15 minutes d'enseignement par jour. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, de très intuitif, mais qui rentre dans la vie des gens et qui apporte vraiment énormément de valeur. Toi, qu'est-ce que tu pourrais apporter à notre audience?
le mentorat, enfin en tout cas l'accompagnement, ça permet de moins survoler les sujets, en fait, d'être plus exhaustive, de partager davantage. Moi, j'aime beaucoup partager. Je suis très friande. Oui, puis très friande de partager mes expériences de vie. Ça fait 15 ans que je reçois des gens de tous horizons, tous milieux, avec qui j'ai énormément appris et à qui aussi, je vis chaque jour des moments extraordinaires avec les gens. Voilà, des moments suspendus, et c'est ce que j'appelle mon petit laboratoire des humains. Et forte de cela, il y a quelques années, je ne me serais certainement pas sentie légitime de le faire, mais aujourd'hui, j'ai évidemment énormément de... Déjà, j'ai l'impression d'accompagner mes consultants au quotidien, mais de façon évaporée, et puis uniquement pour eux, et surtout, on me le demande beaucoup, en fait. On me demande beaucoup ce format aujourd'hui. C'est sûr, parce que tu as dû recevoir combien de personnes dans ton cabinet? Des milliers? Mais là, oui, évidemment. Bah oui, en 15 ans, en consultant tous les jours, non, pas tous les jours de l'année, mais je fais énormément de conférences. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance aussi d'avoir des lecteurs. Et pour moi, c'était le pont extraordinaire, parce que regardez encore une fois dans la synchronicité de la vie, si je peux servir d'exemple ce soir, je me suis dit, alors très bien, parce que quand même, je vais vous faire ce constat de vie, alors très bien. Pardon, je vais être triviale dans les mots, mais les gens qui me connaissent savent que je peux à la fois utiliser un mot soutenu et un mot populaire. Donc, je me suis fait chier à Paris dans des études terriblement épuisantes. J'arrive avec l'agrégation de lettres modernes. J'ai fait Henri IV, j'ai fait la Sorbonne, je suis prof. J'arrête tout, je suis médium. On me traite de sorcière parce que quand même, je dois en plus essuyer le regard d'une société très circonspecte sur mon métier, qui a complètement oublié la femme de lettres que j'étais, parce que tout d'un coup, tout ça n'existe plus. Et aujourd'hui, la vie fait que, grâce à la médiumnité, puisque quand même, en étant prof de lettres, je n'ai jamais publié de livre. Je n'ai jamais autant écrit que depuis que je suis médium. Enfin, c'est extraordinaire que ces deux ponts de mon existence, qui a priori n'avaient aucun rapport l'un avec l'autre, eh bien, se soient alliés pour que je puisse transmettre aujourd'hui à travers l'écriture. Voilà, en fait, rien ne se perd, tout se transforme. C'est évidemment pas de moi. C'est juste aussi dans notre vie. Parfois, on a l'impression de faire des choses à fond perdu. Rien n'est jamais fait à fond perdu, et parfois il peut y avoir des connexions extraordinaires à laquelle on n'aurait pas pensé qui se mettent en place. Absolument, merci pour ça. Alors justement, vous allez pouvoir ce soir vous retrousser les manches et nous aider à co-construire, à co-créer la masterclass d'Anne Tufigo. Donc on va vous partager dans le chat un lien vers un sondage. C'est très simple. Vous pouvez cliquer dessus, ouvrir la page et le remplir juste après la conférence. Voilà, c'est un sondage qui va vous permettre de poser les questions que vous aimeriez auxquelles vous aimeriez qu'Anne réponde, d'évoquer les thématiques que vous aimeriez qu'elle traite. C'est vraiment une occasion rare, précieuse que vous allez avoir de créer avec nous la masterclass d'Anne Tufigo sur un sujet, comme on l'a dit tout au long de cette conférence, nous parle à tous. Il y a la question des signes, mais sentez-vous libre d'explorer et de poser toutes les questions qui concernent les compétences et le métier d'Anne. Donc merci d'avance pour votre participation. Je vous invite vraiment à le faire parce que c'est vraiment du sur-mesure qu'on vous propose ce soir. Et Anne, merci à toi aussi de participer à cette aventure. Non, et merci aux gens. J'ai les commentaires, je suis très touchée. Maintenant que je fais une pause pour regarder les là et ce qu'ils disent, et merci à vous en tout cas. Oui, voilà, justement, on va. Je me suis grandie alors que c'est. Tout ok. Voilà. On va se prendre un bon moment maintenant pour répondre à un maximum de questions que vous avez posées. Il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de questions ultra touchantes. Merci à tous vraiment encore une fois pour votre confiance. Il y a une question d'Audrey qui dit bonsoir, j'ai toujours eu des ressentis et j'entendais des voix par moments pour me prévenir. Cela m'aidait beaucoup vraiment. Mais depuis quelque temps, j'entends plus rien. Comment réactiver ça?
Je demande, mais rien ne se passe. Merci pour votre retour. Ce que je peux dire à Audrey, souvent, quand mes consultants me disent ça, que tout d'un coup, ils perçoivent plus rien, etc., c'est parce que notre vie a souvent pris une charge mentale. C'est-à-dire qu'on a délaissé notre partie intuitive, créative. En fait, on va la refaire. Notre cerveau est divisé en 2 lobes. Hein, ça, je n'apprends rien à personne. La partie droite, qui est la partie intuitive, créative, imagination, art, musique, etc. La partie gauche, qui fonctionne la moins bien chez moi, raison, logique, cartésianisme, mathématiques, etc. Et à un moment donné, on sollicite plus ou moins un ou deux des hémisphères de notre cerveau. Et quand on a une vie tout d'un coup forte de responsabilité, donc il faudrait demander à Audrey ce qu'elle a vécu là ces derniers temps, qui l'a davantage engagée dans le concret, le quotidien, le calcul, le cartésianisme. Et c'est pour ça que tout d'un coup, sans s'en rendre compte, on ferme toute cette partie intuitive de nous. Je vous rassure, Audrey, ça revient dès lors que on laisse de nouveau un peu de place dans notre cerveau, parce que quand on parle de charge mentale, il y a ça aussi. On n'a même plus le temps pour soi. C'est pour ça que je dis avant de s'endormir, alors sans s'endormir pour ceux qui ont un sommeil de plomb, mais de prendre juste quelques minutes pour se concentrer, méditer. Ça peut être aussi mettre de la musique dans ses oreilles. Hein. On n'est pas obligé de faire une prière non plus, quelle qu'elle soit, mais reprendre un peu, réactiver en fait notre part méditative, intuitive, et en général ça revient. Mais souvent c'est parce qu'on est sous l'eau et qu'on a dû être dans le faire, hein, parce qu'il y a parfois on est dans l'action et parfois on est aussi dans dans l'observation. Et quand on est trop dans l'action, notre cerveau reptilien, il est très bien fait. Hein. Il nous dit, OK, là, tu dois te faire, survivre, te défendre. Bon, on va mobiliser toutes tes forces là-dessus. Et puis après, tu verras pour réfléchir, créer et puis imaginer. Voilà. Merci beaucoup, Anne. On a une autre question de Béatrice. Je n'arrive pas à prendre de décisions importantes. J'aimerais être guidée sur les choix à faire, mais je n'entends pas ma voix intérieure ni mes guides, car mon mental tourne en boucle. Comment faire? C'est Béatrice, hein, c'est ça. Béatrice a déjà donné la réponse à la question. Les peurs qui l'assaillent, les peurs qui… la première question, Béatrice, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour qui ne pouvez-vous pas changer? Qui avez-vous peur de décevoir? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les autres? Il y a un vrai travail finalement de décortiquage à faire dans ces changements, et surtout de faire la liste, Béatrice, parce que vous savez, ça prend beaucoup plus d'énergie de résister que de se laisser glisser. Hein. Essayez de remonter des marches à contre-courant avec de la pluie, du vent et de la neige, je fais référence à aujourd'hui, et puis laissez-vous glisser sur un toboggan, vous allez voir, c'est pas du tout la même énergie. Et j'essaie d'expliquer aux gens que finalement, on est beaucoup plus marathonien que de résister comme ça, que de lâcher prise. Encore une fois, c'est faire des petits changements insignifiants, mais qui vont finalement inoculer les besoins de changer. Moi, ce que je dis à mes consultants, et je n'ai rien inventé, hein, les neurosciences en parlent beaucoup, c'est comment dire, programmons-nous une demande de changement. Chaque jour, faites quelque chose qui change de votre quotidien, et c'est pas tout d'un coup aller à Tahiti et puis dire ces 4 vérités à son voisin qui nous saoule depuis 12 ans. C'est vraiment ou d'inoculer le plaisir ou un petit changement. Changez de route de boulot, vous faisiez pas de sport, faites-en 5 minutes, vous aviez envie de regarder une série, 10 minutes, faites-le. En fait, c'est ça, le changement doit être généré aussi par le plaisir et par… souvent c'est ce qu'on dit et on le vit, c'est toujours quand on se trompe de route, quand on met de la nouveauté dans sa vie, que tout d'un coup les surprises et les rencontres arrivent. Le problème c'est ça, on est formaté, on prend le même chemin, on parle aux mêmes personnes, on va aux mêmes endroits, on laisse pas à l'univers un terrain de jeu suffisant pour qu'il nous-mêmes nous mette sur le terrain de la nouveauté. Changer, ça paraît fou de dire des choses comme ça, mais des fois ça change une vie. Oui, merci. Justement, on parle des épreuves qu'on peut traverser, des moments où on ne sait pas exactement quelle décision prendre. Il y a Mia qui demande est-ce que la frustration émotionnelle est considérée comme un signe? On nous dit souvent d'être fort, de ne pas abandonner. Comment savoir si nous devons laisser tomber la situation ou si nous devons travailler sur nous-mêmes pour la surmonter?
Évidemment que la frustration émotionnelle, c'est déjà un premier signe. Alors, les émotions, c'est le deuxième grand frein à la perception des signes, hein, évidemment. Quand on se laisse envahir par ses émotions, on n'a plus comment dire, de visualisation objective des choses. En tant que maman, on voit toujours le pire pour nos enfants. Non, mais voilà, on est dans la surprotection, on est dans il va mourir, ça va être terrible. Or, il faut aussi laisser nos enfants expérimenter et un peu endiguer nos peurs. En fait, c'est pas tant la frustration émotionnelle qui est un signe, c'est le champ de réalisation dans ce qu'on fait. Voilà. Quand je vois que les gens sont parfois en pilotage automatique, sans passion, sans sens, sans vibration, c'est là où on peut réellement se poser les questions. Je pense qu'on parle beaucoup du travail aussi dans ce soir. Hein, je vois que c'est quand même. Je pense à tous ces fils et filles d'eux. Quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif. C'est j'ai repris la ferme familiale parce que de toute façon, toute ma famille avant moi a travaillé durement pour me léguer quelque chose. On est médecin de père en fils, donc j'ai intérêt d'avoir un super niveau d'études et de ne pas décevoir mes parents. On m'a toujours dit, parce qu'il y a on m'a toujours dit, hein, les injonctions et les croyances limitantes, on m'a toujours dit que si je n'avais pas un job qui tient la route, je finirais dans le caniveau. Arrêtons de porter la peur de ceux qui ne nous appartiennent pas. On est tous les garants de la peur de quelqu'un. C'est terrible, hein, ça peut être un conjoint, ses parents. Vous n'imaginez pas à quel point le terreau de l'enfance est un champ de croyances limitantes et qu'on porte comme ça parfois des générations, voire plusieurs générations entières d'erreurs, voilà, de croyances. Et ça, on peut être très fier de soi que de sortir des sentiers battus et de se révéler au monde. Ce que j'ai fait, je ne dis pas que je l'ai fait avec facilité, que j'ai eu des grands moments de satisfaction quand j'ai changé de voie. Mais par contre, les choses s'enchaînent très vite quand on est sur la bonne voie. En fait, voilà, on est moins en souffrance, on est moins en résistance. Et là, on sait que du coup, quand c'est un boulevard foncé, quoi. Voilà, allez, quand le puzzle s'orchestre parfaitement, ne réfléchissez pas, allez-y, c'est qu'il y a quelque chose de bien au bout. Et clairement, tu sais de quoi tu parles, parce que passer de prof de lettres à médium, ouais, clairement, ça peut être simple et c'est un sacré bond. Et on comprend bien ce que tu dis à la lumière de ton expérience, en effet. Anne, on a beaucoup de questions sur les rêves. Ouais, forcément. Donc, il y a Karine. Ça fait 3 masterclass, les rêves, hein, parce que ah ouais, les rêves, c'est infini, ouais. Ouais, c'est clair. Karine, elle dit, je rêve, mais c'est décousu, complètement délirant. Je m'en rappelle de tous avec plus ou moins de précision. Je l'ai noté, mais là, je ne le fais plus. J'en ai trop. Ouais, comment faire le tri, clairement, parmi tous ces rêves. C'est vrai qu'il y a des personnes qui rêvent énormément. Il y a plusieurs fonctions au rêve, déjà. C'est pour ça que je dis que là, on pourrait passer longtemps. Je vais vraiment essayer de le faire court. Le rêve n'a pas que vertu à être prophétique, médiumnique et spirituel. Loin de là. Déjà, nous ne rêvons que dans les 25% du sommeil paradoxal. Sur 100% sur une nuit, déjà, on est dans ce seul créneau-là. Et la première fonction du rêve, c'est Freud hein, qui le dit, c'est le défouloir émotionnel. Si nous n'étions pas dans le sommeil, si nous ne rêvions pas, nous deviendrions fous en fait, parce que c'est notre soupape de sécurité par rapport à ce que l'on a vécu la veille, dans sa journée, dans son enfance, dans son existence. Donc forcément, vous avez un défouloir émotionnel qui peut concerner 80% de vos rêves. Et c'est normal que ce soit décousu parce que votre cerveau va avoir besoin de façon symbolique de lâcher la rampe sur je me suis disputée avec mon conjoint, avec mon patron, ou bien j'ai rêvé, je voulais quelque chose, je ne l'ai pas eu. Eh bien, toute votre nuit va servir à se dépolluer de ça. Donc, on n'est pas toujours dans un rêve médiumnique. Moi, j'utilise 2 mots différents.
le mot rêve pour ce qu'on appelle le défouloir émotionnel et la fonction onirique en propre, et le songe, qui est l'appellation littéraire, qui, elle, est la venue d'un défunt dans un rêve, ou un rêve, ce qu'on appelle un rêve prémonitoire, qui permet d'annoncer certains événements de notre vie. Mais je précise que ça, voilà, il y a des rêves médiumniques et prémonitoires, on en fait très peu au prorata de rêves qui ne viennent que décrypter nos frustrations internes, nos douleurs, nos souffrances, etc. Donc les noter, c'est bien, ça veut dire qu'encore une fois, on est en interaction avec ce qu'on vit, mais déjà, pour mieux rêver médiumniquement, il faut se libérer de ses émotions. On ne peut pas aller se coucher en colère, on ne peut pas se coucher. Il y a des gens, et ça m'arrive des fois, quand on a beaucoup travaillé, on retravaille la nuit dans les rêves. Je pense que ça arrive à tout le monde, ça. On passe une nuit à travailler et on se dit très bien, je ne suis pas du tout reposée parce qu'en fait, j'ai continué ce que je faisais dans ma journée. Pourquoi? Parce que psychologiquement et émotionnellement, ça n'a pas suffi. Voilà. Donc déjà, se libérer de sa charge émotionnelle dans la journée permet de faire place au rêve et au songe, en tout cas, qui est porteur, lui, de beaucoup plus de messages spirituels et donc médiumniques. Merci. Alors, on a une question de Bruno. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont posé des questions ce soir. Alors, Bruno, merci de vous être lancé. Un joli témoignage de Bruno. Bonsoir, j'ai perdu mon épouse un 2 juin. J'ai fait une rencontre avec une femme née un 2 juin. Est-ce un signe de mon épouse pour m'aider à continuer à vivre? Super émouvant le témoignage de Bruno. C'est très beau, Bruno. Bah oui, en plus, ce que je trouve très émouvant, c'est la continuité de la. Déjà, il y a une synchronicité dans la date, bien évidemment, mais il y a un arrêt et un redémarrage, c'est-à-dire que le 2 juin, qui est une date triste, a été effectivement le signe qu'a choisi son épouse pour remettre quelqu'un sur sa route, de nouveau pour redémarrer un bout de vie terrestre. Et je précise à travers le témoignage, merci Bruno, l'amour perdure au-delà du voile. On ne trompe personne en refaisant sa vie sur le plan terrestre. Nos défunts ne sont pas jaloux de nous voir continuer à avancer et d'expérimenter. C'est très important parce que j'ai tellement de veufs et de veuves qui sont tenaillés par la culpabilité de se dire je ne peux pas m'autoriser de nouveau le bonheur amoureux avec quelqu'un sur cette terre. Si vous saviez à quel point nos défunts jouent les cupidons de l'autre côté pour dire voilà, on a fait un bout de chemin ensemble, mais aujourd'hui tu vas continuer avec une autre personne, avec de nouvelles expériences, et je t'aimerai pour toujours. Il y a une question de Mélanie et d'autres participants sur les heures miroirs. J'imagine que c'est quand on se réveille toujours à la même heure, c'est ça ou... Non, c'est notre capacité, tout d'un coup, quand on pose son nez sur l'horloge, de voir 12h12, 11h11, 22h22. Il y a 14h41 qui sont des heures miroirs inversées. Parce qu'il y avait aussi la question de je me réveille toujours à la même heure ou je pose ma tête, je regarde l'heure et il est toujours à la même heure. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. L'heure miroir, c'est ça. C'est par hasard, à chaque fois qu'on regarde l'heure, c'est un compte rond ou c'est la même. C'est le dédoublement. 11h11, 13h13, etc. Pardon. Ça, c'est ce qu'on appelle les heures miroirs. On pose beaucoup la question parce que on a l'impression qu'il y a une signification en soi dans le 11h11. Pardon, parce que je vais tousser. Prends ton temps, prends ton temps. C'est pas le but. On parle beaucoup. Ouais. En fait, c'est une heure miroir parce que oui, je lis tout un tas de bêtises. Oui, je le dis, c'est mon webinaire, donc j'ai le droit de dire ce que je veux. Où on a des cahiers ou des livres qui sont écrits pour savoir ce que veut dire 17h17 ou 18h18. Soyons sérieux 2 minutes, parce que je vois des fois 17h17, vous allez donc vous disputer avec votre conjoint. Non, en fait, encore une fois, un signe en lui-même n'a pas de signification. C'est le fait que ce soit un signe qui en donne un dans notre existence. J'espère que je suis claire en disant cela. 11h11 ou 12h12, ça veut dire qu'en fait, vous vous êtes connecté, c'est-à-dire que vous avez certainement davantage été méditatif, vous avez posé une intention, vous êtes davantage connecté avec votre intuition, avec donc les plans subtils, et l'univers vous dit, nous t'entendons.
Voilà, c'est ça en fait. C'est comme si, je vais utiliser cette image triviale, le Wi-Fi est installé. Voilà, ça y est, vous avez le Wi-Fi de l'au-delà et les synchronicités avec les heures, ça veut dire ça y est, que vous êtes de plus en plus alerte et à l'écoute justement des plans subtils. Donc c'est bien le moment de poser vos questions, c'est bien le moment d'y être attentif parce que souvent les heures miroirs sont suivies de signes plus tangibles, plus concrets et plus personnalisés dans notre quotidien. Alors ouais, merci. Alors moi je fais un truc, je sais pas si jamais il y en a d'autres qui font pareil, mais c'est vrai que parfois quand je regarde l'heure et qu'il est 17h06, que je suis née le 17 juin, du coup je pose une intention, je fais un vœu Voilà. et c'est un moment qui dure, je sais pas moi, 10 secondes, 15 secondes, mais dans ma journée, quand ça m'arrive pas tous les jours, du coup c'est le moment voilà, d'avoir un peu de spiritualité, un peu de méditation, poser une intention comme tu dis depuis le départ. Ouais. C'est ça. Et voilà. Et du coup, alors Anne, tu parles beaucoup de cet univers qui agit et peut-être ça sera notre dernière question. Il y a des personnes qui demandent à quoi tu penses quand tu parles de cet univers, de quoi on parle exactement. Ça sera une jolie oui. Ouais, c'est difficile de mettre des mots. Je parle d'univers parce que on peut l'appeler le cosmos, le grand tout. En fait, on va appeler ça les plans subtils. Nous sommes sur un plan terrestre fait de matière, de chair, d'os, etc., de sang et d'univers multidimensionnel. Les plans subtils, c'est quand nous redevenons, nous quittons notre corps terrestre et que nous devenons pure énergie. Donc en fait, ce sont ce qu'on appelle les plans subtils. Si je dois prendre une image, c'est celle que je prends le plus fréquemment. On prend un poste de radio, le plan terrestre est sur une fréquence et en fait les plans subtils et énergétiques sont sur une autre fréquence. Tout est une histoire de fréquence et d'énergie et c'est ce que j'appelle les plans subtils. En fait, c'est l'âme dépouillée de son corps physique et qui est revenu vous choisissez encore le mot que vous voulez, paradis, source, cosmos, grand tout. Encore une fois, moi je n'arrête jamais un mot. En tout cas, c'est le plan énergétique sur lequel je me hausse, je me rehausse, en tout cas j'essaye pour pouvoir, et c'est ce qui me permet de rentrer en communication, notamment avec les guides, les défunts et tous ceux qui ont des messages à transmettre à tous ceux que je rencontre au quotidien dans mon cabinet. Merci Anne, merci beaucoup pour toutes tes réponses, merci pour tes éclairages. Notez que toutes les questions que vous avez posées ne sont pas perdues, c'est pas pour rien. Ouais. Justement, je vous invite, si on n'a pas eu le temps d'y répondre ce soir, à répondre au sondage qu'on vous a partagé dans le chat et poser justement ces questions-là, parce que nous, ça va nous permettre de voir justement quelles sont les thématiques que vous voudriez qu'Anne traite, et donc c'est très précieux. Donc cette question, recyclez-la dans le sondage, elle n'est pas perdue, en tout cas sachez qu'on les lit toutes et qu'on y accorde beaucoup de crédit. Donc merci pour ces témoignages souvent très personnels que vous avez partagés avec nous. Merci Anne pour ta présence. Merci pour voilà, vraiment ta confiance. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Ça fait près d'1h30 qu'on parle. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Donc voilà, je vous invite vraiment à répondre à ce sondage. Et encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus sur nous, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site mentorshow.com. Vous allez voir toutes les masterclass qu'on a en ce moment et vous allez retrouver aussi tous les mentors qui ont inspiré et qui inspirent Anne au quotidien. Et rappelez-vous que voilà, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 50% sur nos abonnements en ce moment. Ça se termine bientôt, je crois, donc profitez-en. Voilà. Anne, est-ce que tu as un dernier mot pour nos participants? Je vous remercie parce que voilà, justement, quand tu parles, je jette un coup d'œil sur le chat. Je sais que ce sujet est aussi immense que l'univers, je crois. Et voilà, j'ai essayé de concentrer. Il y aurait tellement de choses à dire. Merci surtout parce que je vois tous vos témoignages très personnels. Je vois à quel point les mentalités évoluent. Je suis très contente de ça et les consciences s'ouvrent. Encore une fois, voilà, mettre de la spiritualité dans sa vie ne veut pas dire ne pas avoir les pieds sur terre. Et j'essaye vraiment déjà, peut-être c'est le conseil que je peux vous donner ce soir, pour être le plus grand et la plus grand homme ou femme spirituelle, soyez très ancré dans votre vie en fait. C'est pas paradoxal du tout, c'est ouvrir le champ de la spiritualité, c'est comme un arbre, c'est prendre ses racines,
vous savez, il faut pas, comment dire, contourner les obstacles de notre vie. Voilà, en se disant, je verrai ça plus tard. Moi, je médite. Moi, je m'élève sur d'autres plans parce que réellement, si on est sur Terre, c'est parce qu'on doit aussi gérer ces contingences-là, celles qui vont nous faire avancer, qui vont donner du sens à notre existence. Et voilà. Et avant de partir dans les hauteurs, explorez vos profondeurs. Voilà, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Magnifique mot de fin. Merci beaucoup Anne, merci à tous. Bien, merci Leslie. Voilà, on vous attend sur le sondage. Voilà, n'hésitez pas vraiment à partager avec nous. Anne, merci. J'ai passé une excellente soirée en ta compagnie. Merci à toi. Merci à tous. Merci à tous. Clairement, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Anne, bonne soirée à toi également. Ouais. Et on se revoit tous très très vite. Merci à tous. Belle soirée. Bye bye.